Donc, je vais poursuivre en fait la présentation de René d'une certaine manière, puisque j'ai choisi de vous parler de techniques de l'information et de la communication et de modélisation de l'environnement pour les énergies renouvelables. Donc, le biais que j'ai choisi aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler au travers de ce qu'a fait René en présentant ce qu'étaient les techniques de l'information et de la communication, de qu'est-ce qu'on peut faire en regardant l'environnement pour parler d'énergie. Et comment les choses sont liées, est-ce qu'elles le sont, et qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec cette observation. Donc, je fais partie d'un centre qui s'appelle Observation Impact Énergie. Notre objet scientifique, qui est en droite ligne avec un certain nombre des sujets que l'on traite dans ce colloque, c'est la caractérisation et l'analyse des aspects spatiaux et temporels des ressources en énergie renouvelable et des impacts environnementaux des filières énergétiques. Donc environnement, énergie et aspect spatial, modélisation de l'environnement. Nos activités principales parlent de l'évaluation des ressources énergétiques renouvelables, des impacts environnementaux et d'un point qui est alors là purement IT au sens défini par René, qui est la dissémination de ces données au travers des services web. C'est-à-dire que c'est bien beau que l'on puisse fournir tout un ensemble de résultats scientifiques, mais encore faut-il qu'ils soient accessibles et que les gens qui auront un intérêt à utiliser ces données-là et ces résultats-là puissent le faire. Et donc c'est là qu'on retrouve tout cet aspect métadonnées et gestion de l'information spatiale qui, d'ailleurs en Europe, est normalisée au travers d'une directive qui s'appelle INSPIRE, si j'ai bien tout retenu. Donc les disciplines qui sont sous-tendues par notre activité et qui sont en fait ce qu'on retrouve dans cet après-midi, c'est des mathématiques appliquées, bien sûr, de la physique, de la métrologie, on en a parlé beaucoup ce matin, il y en a aussi beaucoup dans ce qu'on peut faire tous les jours, des sciences de l'environnement et des technologies de l'information et de la communication, où on retrouve du traitement du signal, du traitement de l'image et tout ce qui va être transmission de la donnée. Avant de vous parler plus en détail de l'aspect évaluation de la ressource, je veux vous parler juste d'un concept qui est à la base de ce qu'on fait dans les impacts environnementaux et qui s'appelle le concept DPS-IR. Donc c'est un concept qui a été défini par l'Agence européenne de l'environnement qui part d'une demande, d'un scénario, de ce qu'on imagine, donc qui va être le driver, qui nous demande d'évaluer les pressions qu'on va avoir sur l'environnement, pressions en termes d'émissions de particules fines, de CO2, de NOx, et qui nous permet d'évaluer l'état de l'environnement. Cet état de l'environnement se traduit en termes de concentration dans différents composés organiques volatiles aussi, tels qu'on en a entendu parler ce matin, et on est en capacité à ce moment-là d'évaluer les impacts environnementaux en termes de impact sur les champs, impact sur l'être humain, en nombre de jours de vie perdus, par exemple, liés à la pollution atmosphérique, en termes de changement climatique, ce qu'on connaît le plus souvent sur du CO2 équivalent, et donc à partir de là, d'imaginer des réponses qui permettent de modifier notre demande et donc de faire évoluer notre connaissance de l'environnement. Donc ce schéma-là est important parce que je pense qu'il sous-tend pas mal de choses dans ce qui est fait au niveau de l'évaluation des ressources environnementales et de l'observation de l'environnement. Nous, on s'y intéresse particulièrement sur le passage entre tout ce qui va être la pression sur l'environnement, l'évaluation de l'environnement et les impacts environnementaux représentés. Et ce schéma-là, on l'utilise notamment au travers des méthodes de type analyse de cycle de vie. Et vous avez 2 posters à l'extérieur qui vous parlent de ces approches-là, que je n'ai pas choisi de détailler beaucoup plus aujourd'hui. Donc je veux maintenant vous parler d'un contexte intéressant pour la discussion qu'on a cet après-midi, qui est le système global d'observation de la Terre. Donc c'est une initiative qui a été lancée il y a maintenant 10 ans, en 2005, qui a donné lieu à la mise en place de ce qui s'appelle le groupe de l'observation de la Terre, le Group on Earth Observation, qui se réunit la semaine prochaine en séance plénière au bout de 10 ans. Normalement, ça devait s'arrêter au bout de 10 ans. Au vu des résultats, les gouvernements ont décidé de la prolonger encore 10 ans. Et l'objet de ce groupe on Earth Observation, c'est de développer un système global d'observation de la Terre. Alors ce système global intègre les satellites,
les ballons, sondes, les avions, les données in situ, mais n'intègre pas que la partie observation. Il intègre aussi toute une partie qui est liée à l'infrastructure de données et à la gestion des données, à leur transmission et à leur partage. Et le schéma que tu as employé pour définir le RT8 environnement est en fait inspiré de GEOS. Et dans cet ensemble-là, on trouve aussi la normalisation, les métadonnées, la façon de transférer les données, l'interopérabilité qui est clé. Mais tout ce schéma-là, en fait, ne tourne qu'autour de l'utilisateur. Et l'utilisateur est clé dans cette initiative internationale qui rassemble 90 pays et une cinquantaine de grandes organisations où on retrouve la NASA, la NOAA, l'Agence spatiale européenne et d'autres, la Commission européenne. Et les utilisateurs sont regroupés autour de 9 domaines sociétaux qui sont représentés ici, qui sont les désastres, la santé, l'énergie, le climat, l'agriculture, les écosystèmes, la biodiversité, l'eau et le temps. Dans cet ensemble-là, il se trouve que nous, Institut Mines Télécom, et plus particulièrement nous, Mines ParisTech, travaillons dans le domaine énergie depuis 2005. Et nous sommes à la base de beaucoup de développements qui ont eu lieu dans le cadre de GEOS, au travers de l'énergie, justement en lien avec l'observation de la Terre. On aura, en termes de collaboration, en plus, un projet européen qui démarre en février avec René, justement sur quel type de données manquent dans les observations pour que l'on puisse compléter ce tableau-là et avoir encore plus d'informations pour donner une big picture qui nous permette d'influencer les décisions et d'influencer la mise en œuvre de ces décisions sur le long terme et améliorer la situation humaine. Bien, donc une fois que je vous ai planté ce décor-là, je vais vous parler quand même d'énergie, parce que c'est quand même là-dessus qu'on travaille. Et je vais essayer de vous montrer dans les différents exemples qui vont suivre en quoi les techniques de l'information et de la communication, l'observation de la Terre, la modélisation de l'environnement donnent des éléments extrêmement importants pour l'énergie et comment on peut utiliser cette modélisation de l'environnement pour arriver à donner des kilowatts produits à nos industriels pour qu'ils puissent prendre leurs bonnes décisions et essayer de changer un peu le mix énergétique que l'on a tous les jours. Donc ici, vous avez un petit schéma qui vous explique les interactions que l'on a au travers de l'atmosphère, entre le Soleil et l'atmosphère. Quand on a un éclairement qui arrive en haut de l'atmosphère, il y a un certain nombre de phénomènes de dispersion qui apparaissent, d'absorption, et il y a une transmission quand même de l'énergie qui arrive au sol et qui nous permet donc d'être éclairé, d'y voir quelque chose, et en plus d'être chauffé par ce soleil-là. Et donc, une fois que toute cette interaction a eu lieu, il y a une partie qui est réfléchie par la surface terrestre et qui est renvoyée vers l'espace, et c'est cette partie-là qu'on mesure. Et donc, cette partie-là est mesurée par des satellites. Il y en a un qui fait ça tous les jours et qui fait ça tous les quarts d'heure, ça s'appelle Météosat. Il récupère une image que vous regardez le soir avec tous les nuages qui passent et qui m'ont empêché de prendre mon avion d'ailleurs hier matin pour être avec vous, puisqu'ils étaient chargés d'eau et que la piste était impraticable. Et donc, ces images-là, en fait, on a monté depuis de nombreuses années au sein de notre labo une chaîne de traitement qui récupère les données et qui est en capacité de fournir l'irradiation solaire qui arrive au niveau du sol. Et vous avez ici quelques exemples. Cette irradiation-là, c'est la quantité d'énergie qui arrive au sol. On est capable de la combiner, d'en faire des cartes, tout ça au travers de méthodes qui ont été développées au sein de Mines ParisTech, les méthodes Heliosat, qui sont devenues une sorte de référence mondiale, et qui permettent donc de construire ces cartographies, mais aussi des séries temporelles d'irradiation, et qui nous permettent de faire des moyennes, de faire de la climatologie et de faire du long terme aussi sur ces données-là. La base de données que l'on a construite commence en 85. On parlait de Big Data. On a la couverture sur le disque Météosat, donc qui est à peu près ici, depuis cette date-là. Et donc tous les quarts d'heure, à l'heure où nous parlons, il y en a encore une qui descend, voilà, dans 5 minutes. Et donc on a une station qui récupère ça, qui la traite en temps réel et qui la met à disposition des utilisateurs. Et derrière, ils vont faire tout un tas de travaux. Ils vont
définir des systèmes énergétiques, ils vont les mettre en place, ils vont les suivre, ils vont faire du monitoring. Mais aussi, on a des gens qui nous disent j'aimerais bien savoir quand est-ce que je dois aller arroser ma serre, parce qu'il y a eu beaucoup de soleil et j'ai besoin de cette information-là. Et on a aussi des gens qui nous disent on s'intéresse au cancer de la peau, les UV, là, vous pouvez nous dire combien il y a eu? Voilà, et c'est ce genre de données-là qui sont utilisées, la modélisation de l'environnement qui est fait, de l'atmosphère, qui nous permet de répondre à ce questionnement-là. Autre exemple, là beaucoup plus technologique et traitement d'image, on travaille avec EDF et dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle DNICast sur la détection et la caractérisation des suivis et le suivi des nuages pour la prévision très court terme. Alors là, quand on parle de court terme, c'est qu'est-ce qui se passe dans les 4 heures qui viennent, à partir de caméras et de données de type météosat. Alors pourquoi on passe à moins de 4 heures? Parce qu'un système photovoltaïque, il faut le savoir, il y a un nuage qui passe, il ne produit plus. Un système à concentration solaire, lui, il va continuer à produire parce qu'il a de l'inertie. Mais le passage d'un nuage sur votre champ photovoltaïque, au-dessus de votre champ photovoltaïque, va entraîner une perte de production importante. Donc il y a un intérêt économique à être en capacité de dire attention, ça arrive. Et donc on a travaillé sur des approches vraiment de traitement d'image photogrammétriques tels qu'ils peuvent tels qu'ils ont été développés dans le passé pour reproduire le relief et reproduire les objets que l'on a au sol à partir de satellites, afin de pouvoir faire la même chose mais en regardant dans l'autre sens, en regardant les nuages. Et donc on arrive à une caractérisation des nuages. Vous avez ici une très belle image et on essaye de modéliser globalement le nuage et son ombre portée sur le champ photovoltaïque pour pouvoir dire voilà, vous allez avoir ou pas du rayonnement. Autre exemple, maintenant on shift un petit peu d'énergie. Je vais essayer de vous en montrer le maximum. Je ne pourrai pas tout vous montrer, il vous faudrait plusieurs heures. Je fais un cours dans le cadre de nos masters sur l'évaluation de la ressource éolienne avec des satellites. Ça me prend 3 heures et je finis jamais à temps. Donc bon, j'ai toujours débordé. Donc voilà, qu'est-ce qu'on regarde là? On veut savoir ce qui se passe onshore et l'évaluation de la ressource. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire de l'évaluation de la ressource éolienne onshore, donc à terre? On a besoin de savoir quel est le relief, quelle est la rugosité aérodynamique de la zone qu'on est en train d'étudier, et quels sont les obstacles. Ça, c'est un minimum pour pouvoir faire tourner un modèle qui va nous permettre de définir la quantité d'énergie qui va être disponible et quelles vont être les interactions autour de ça. On a bien sûr besoin d'un mat de données. Généralement, il faut au moins une année de mat de données pour pouvoir se dire on va pouvoir faire quelque chose, corrélé avec des données météo, bien sûr. Et tout ça entre dans le modèle pour pouvoir définir une configuration de la ferme éolienne qui nous intéresse et aboutir en intégrant la courbe de puissance de l'éolienne à ce qui s'appelle l'annual energy output, la quantité d'énergie annuelle qui va être produite, pour la ferme que l'on considère. Et c'est ça qui va permettre de dire à une banque je finance ou pas. Parce que s'ils n'ont pas ça, ou si les prévisions qui sont là ne sont pas bonnes, ils vont dire non, c'est pas rentable, je ne vais pas aller mettre de l'argent sur votre ferme qui ne me rapportera rien. Donc il y a un gros challenge là-dedans. Et donc nous, on s'est intéressé à ce qu'on pouvait faire. Alors je ne vous parlerai pas de cette partie-là. Vous avez vu plein de représentations 3D. Il y a quelqu'un dans la salle de l'hygiène qui pourrait vous en parler des heures aussi. Donc la modélisation des obstacles et des objets, c'est quelque chose qui demande de la haute technologie du point de vue technique de l'information et de la communication, de traitement d'images, et ça prend énormément de temps. Et on a la chance en France d'avoir un institut dont c'est le travail quotidien. Donc ça, on ne va pas en parler. On va essayer de regarder ce qu'on peut faire autour. Et ce qu'on peut faire autour, il se trouve que parmi les produits qui peuvent être proposés par l'observation de la Terre et par les différents satellites qui tournent autour de la Terre, eh bien, il y a la possibilité d'obtenir de façon indirecte, puisque c'est bien ça l'observation de la Terre, c'est de la mesure indirecte de phénomènes qui nous intéressent, on va être en capacité d'obtenir une représentation du relief. Pour vous montrer une certaine évolution de ce qui s'est passé il y a quelques années, vous avez ici un modèle qui est la fameuse Shuttle Radar Topographic Mission, qui a pris une cartographie de la Terre à 30 mètres de résolution. Là, c'est du 90 mètres. Vous avez ici un certain nombre d'éléments.
Pour info, merci l'IGN, il y a un petit extrait de la zone qui se trouve en Corse. Vous avez ici une route qui se promène et qui vous donne une idée du relief. Cette route-là, elle fait à peu près 5 mètres de large. Vous avez ici ce qu'on est en capacité de faire avec un satellite, ce qu'on était en capacité de faire avec un satellite au travers d'une BD qui s'appelait ALTI, avec une génération de satellites qui a maintenant une dizaine d'années, un peu plus même. Donc on était à une trentaine de mètres. Et ça, c'est le satellite Spot 5 qui a été lancé spécifiquement pour faire cette cartographie-là et qui, lui, était à des résolutions planimétriques de 5 mètres, il me semble. 5 mètres. Voilà, je ne dis pas de bêtises. Et donc on s'aperçoit qu'on voit réapparaître notre petite route ici. Voilà, la petite route qu'on voit là, ici, ah bah, elle est là. Voilà, avec le décochement qu'on voit partir. Et donc on est en capacité de voir ce type d'objet-là, et même plus précis si on utilise d'autres données qui ne sont pas toujours en vente libre. Mais bon. Donc voilà, ça c'est ce que peut amener l'observation de l'environnement sur ce paramètre-là. De la même manière, on avait défini il y a quelques années pour des aspects qualité de l'air, des modélisations de la rugosité aérodynamique, en fait, qui est pas mal liée à l'occupation du sol. Et on peut tout à fait détourner les bases de données qui parlent d'occupation du sol pour en faire des paramètres qui sont directement intégrables par les gens qui utilisent les modèles pour faire ces calculs annuels de puissance. Et donc, c'est des choses qui sont aussi issues de travaux et de satellites et de modélisation de l'environnement. Alors, moi, j'ai trouvé une petite image qui était très sympathique pour expliquer le radar. C'était celle-là. Je te donne la référence, elle est là. Donc, c'est simplement pour vous expliquer comment fonctionne un radar. Je vais en dire beaucoup moins que ce que tu pensais, mais simplement pour vous expliquer, on parlait du signal émis et réceptionné. C'est le satellite qui a sa propre source. Ça, c'est pour expliquer. Et pour faire très simple, plus il y a de signal, plus il y a de vent. Et plus il y a de signal, plus ça va être clair. Mais alors là, je fais un raccourci monstrueux. Tu m'en excuseras, mais voilà. Donc, ces zones-là, tu as monté une image qui était beaucoup plus belle en termes de structure. Et effectivement, ça a un lien avec le vent et ce qu'on peut en extraire. Et vous avez ici un exemple de ce qui peut être fait pour exploiter ces images pour l'éolien offshore. Et donc là, on a eu la chance d'accéder à un certain nombre d'informations qui nous ont été données au compte-gouttes. Parce que ici, à cet endroit-là, ça s'appelle Arklow-Banks, c'est entre l'Irlande et l'Angleterre, il y a une zone où un exploitant a mis un mât. On lui a dit, voilà, on a des images telle date, telle date, telle date, il nous a donné telle date, telle date, telle date, à telle heure, et c'est tout. Et il ne nous a pas donné la série temporelle, donc on n'a pas été en capacité de donner plus, mais on a pu vérifier la qualité du vent extrait, et vous avez ici une qualification d'incertitude qui vous permet de dire c'est de très bonne qualité. Et donc on a développé après, il y a quelques années, des méthodes de fusion, mot que tu n'as pas prononcé, mais quand tu as parlé de synergie, et c'est bien de ça que tu parlais, des méthodes de fusion pour intégrer un certain nombre de capteurs et de mesures et aboutir à une mesure statistique du vent dans ces zones-là et être en capacité de fournir des cartes de potentiel éolien pour l'industrie offshore. Ces mêmes cartes sont utilisables aussi pour calculer un impact environnemental derrière et vous avez dans les liens que je vous donnerai la possibilité de voir ce genre de choses. Autre exemple, et là vous avez un poster qui explique beaucoup plus en détail les choses, de l'utilisation des bases de données, des modèles et de ce que permet, ce qui peut être obtenu par la modélisation de l'environnement pour l'énergie. Vous avez ici un exemple d'une base de données qui s'appelle Homer, qui a été faite par l'Ifremer et qui concerne toute la façade atlantique. Et on a fait un petit extrait de cette base de données-là. Le poster qui est dehors vous explique ça. On a utilisé ce qu'on appelle les power matrix, c'est-à-dire les matrices qui permettent de définir la puissance fournie par différents systèmes. Vous avez des exemples ici pour fournir de l'énergie. Et vous avez ici la cartographie de l'énergie qui pourra être extraite. J'ai juste oublié de mettre l'unité, qui sont des watts, sur une petite zone qui est près de Brest, qui est la mer d'Iroise.
voilà encore une exploitation de la donnée, de modélisation de l'environnement qui permet de donner des informations sur la partie énergie. Je vous ai parlé de la troisième chose qu'on faisait, qui est la dissémination de l'information. Je pense que si j'en parle trop longtemps, j'ai déjà dépassé, je vais avoir des gros yeux. Mais bon, c'est quelque chose que vous pouvez explorer vous-même. Allez voir, ça s'appelle webserviceenergy.org. C'est un ensemble, un catalogue de données qui vous permet d'avoir des informations liées à l'énergie. Alors quand je parle d'informations, je parle de bases de données qui sont développées avec des métadonnées qui sont compliant au GC et qui sont compliant GEOS aussi, pardon. Vous avez ici tous les sigles qui vont bien, qui sont en lien avec ça, sont à la base de ce qui s'appelle l'Atlas global sur les énergies renouvelables, qui est une initiative de l'Agence internationale des énergies renouvelables, l'IRENA, dont le logo est ici, voilà, et qui vise à donner accès aux décideurs à tout un ensemble de données sur toutes les énergies renouvelables. Et il se trouve qu'on est embarqué dans cette aventure-là, et on est en charge d'un des éléments de cet atlas, qui est le catalogue, qui lui est opéré par notre labo et qui permet non seulement de donner accès aux données, mais aussi à des web processing services, à des web mapping services et à des services qui sont réutilisables et chaînables dans des chaînes de traitement. Et donc là, on est en plein dans l'IT. Là, on parle de cartographie, de séries temporelles. C'est la chose que l'on va explorer cette année, qui nous permettra aussi de voir ce qu'on peut faire avec des données in situ et comment compléter ces données, comment faire de la qualité dessus, donner des indicateurs sur leur incertitude et les mettre à disposition aussi de la communauté. Tout cet ensemble-là, bien sûr, est dans GEOS et est lié à cette activité GEOS. Donc vous avez ici aussi un panorama de ce qui se fait au sein de MinParisTech et de l'Institut Mintelecom. Alors juste pour conclure, l'observation et la modélisation de l'environnement, c'est quand même au cœur de notre démarche. On détourne finalement ce qui est la modélisation de l'environnement pour un but spécifique qui est les énergies renouvelables. Et donc, d'une certaine façon de dire les choses, c'est que ce sont des coproduits de l'observation et de la modélisation de l'environnement. Voilà. Donc les disciplines dont on a parlé, j'ai essayé de vous les montrer au travers de ces quelques exemples. Il y aurait effectivement beaucoup plus à en dire, mais je vous laisse la parole maintenant si vous avez des questions. Merci Thierry. Alors, oui, il y a une question là-haut. Le micro, sinon il faut que je monte. Bon, je vais commencer par la droite et on va le faire. Oui, Patrice Codeville, mine de Douai. Nous sommes impliqués dans un certain nombre de programmes d'observation terrestre, niveau qualité de l'air notamment, niveau aussi national dans le cadre du laboratoire CSQA, donc, on en a parlé ce matin, et aussi des programmes européens qui sont en place, donc des types Aptrice, où il y a eu des programmes Mistral dans le secteur Méditerranée là, durant ces 3 ou 4 dernières années. J'aimerais savoir s'il existe des relations entre MinParisTech et puis toutes ces structures en fait, d'observation terrestre et le lien avec les observations que vous faites, vous, je dirais à plus grande échelle. Vous me replongez 15 ans en arrière. Je suis désolé, mais bon, en fait, on revient souvent aux sources. Non, mais c'est pas un problème. Il se trouve que j'ai pu en rediscuter ce matin parce que on a travaillé en fait sur la qualité de l'air pendant longtemps. Et puis à un moment donné, on s'est arrêté parce qu'on ne voyait pas ce qu'on pouvait amener de plus. Donc ce sur quoi on avait travaillé, c'était le lien entre l'observation de la Terre au travers d'un certain nombre de bandes spectrales et les PM, notamment. PM10 et PM2.5. Et donc tout ce travail-là avait été fait en coopération avec l'Université de Strasbourg, dont on a une représentante dans la salle, et l'agence locale de qualité de l'air. Et on avait beaucoup travaillé avec une campagne de mesure sur cette zone, sur ces choses-là. Et ce matin, on a reparlé de qualité de l'air intérieur. C'était le moment où se lançait cet observatoire-là. Donc on a effectivement, ce que je vous ai montré en termes de rugosité aussi vient de là. C'est un travail qu'on avait fait au départ pour la qualité de l'air sur Nantes et qui a été détourné d'une certaine manière pour l'énergie éolienne. Donc on travaillait à l'époque avec ces gens-là. Aujourd'hui,
Je le sais par hasard parce que j'ai rencontré la personne qui avait fait le travail. Le concept qu'on avait développé à l'époque, qui s'appelait une station virtuelle, qui était une idée de regarder la configuration de la zone en termes de mesure et de voir s'il n'y avait pas d'autres zones dans la ville qui existaient, qui étaient similaires, a été repris par l'INERIS et était actuellement traité par Chantal Defouquet du Centre de Géostat, qui était dans la salle ce matin, et qui continue ce travail-là. Donc il se trouve que ça a perduré d'une certaine manière. Donc on ne travaille plus aujourd'hui avec ça, avec ces instituts-là, mais on l'a fait dans le passé. Et bon, on a arrêté parce qu'à un moment donné, on était peut-être un peu trop tôt à cet endroit-là, hélas. Au niveau de l'utilisateur final, oui, et en particulier avec la vogue, on va dire, écologiste, on parle souvent de responsabilisation. Oui. Est-ce que d'après vous, c'est techniquement envisageable, parce que ça pourrait avoir un impact assez fort, que donc, je caricature vraiment, pour que quelqu'un puisse programmer le démarrage de sa machine à laver de façon assez fine, il puisse savoir qu'à tel moment ou dans 3 heures, par exemple, il va avoir un pourcentage, par exemple, d'énergie éolienne disponible sur sa propre prise de courant qui dépasserait... voilà. Je sais que c'est des choses qu'on peut évaluer a posteriori assez facilement. On peut savoir sur telle période a posteriori qu'il y a eu tant de pourcentage de ceci, cela comme source d'origine. Mais vous voyez, pour provoquer une consommation guillemets intelligente, en étant prudent sur ces qualificatifs, est-ce que vous pensez que techniquement on peut amener ça à Madame Michu à l'aide d'un compteur un peu évolué, en fait, ce sont des travaux que nous ne menons pas nous personnellement, mais qui sont menés au sein de MinParisTech et de l'Institut Mintelecom d'ailleurs, sur ce qui s'appelle les smart grids ou les réseaux électriques intelligents. Ces réseaux électriques intelligents intègrent notamment des prévisions en termes de rayonnement solaire, en termes de quantité de vent disponible, de production d'énergie venant de sources renouvelables. Et c'est un changement de paradigme complet au niveau du réseau électrique, où on est en France sur un réseau très centralisé, pour un passage à un réseau complètement décentralisé. Et donc il y a beaucoup d'informations et beaucoup de technologies de l'information qui sont en cours de développement. Linky est je vais être gentil en disant ça, c'est le hocher qui permet de commencer à jouer avec ça. On peut déjà aller beaucoup plus loin, et Linky, le compteur intelligent qui est installé, est très en deçà des capacités aujourd'hui en termes de technologie de l'information et d'utilisation de la donnée pour améliorer et apporter quelque chose à Madame Michu. J'aimerais bien qu'il en apporte à Monsieur Michu de temps en temps, et pas que Madame Michu. Très bien, mais je suis Madame Michu chez moi, c'est moi qui démarre la machine à laver, donc pas de souci. C'est bien, continue. Non, c'est toi aussi Madame Michu, donc ça va. Moi, en fait, j'ai une question qui est assez proche. On voit à l'heure actuelle une vraie décentralisation, oui, en termes de demande d'énergie et d'installation, notamment des collectifs éoliens qui se développent un peu partout. Est-ce que vous avez une idée s'ils sollicitent ou pas les produits que vous proposez? Est-ce qu'il y a une information et comment pourrait-elle passer éventuellement? Et ma deuxième question est liée aux schémas régionaux au niveau de l'énergie et de l'air, bien sûr. Est-ce que là aussi vous êtes contacté parfois par des DREAL ou pas? Alors, donc sur les associations, on met à disposition des outils. On ne contrôle, enfin, on ne cherche pas à contrôler exactement qui les utilise. On sait globalement, d'abord parce qu'on n'en a pas le droit. Non, mais on peut. Donc, les bases de données que l'on a sur le rayonnement solaire, il y a 40 000 utilisateurs par an. Les bases de données que l'on avait développées pour l'éolien, il y a 3 000 utilisateurs par an. On est en capacité de dire c'est telle adresse IP ou tel domaine qui est accédé. Après, on s'interdit d'aller beaucoup plus loin. Mais par contre, on a pas mal d'échanges avec beaucoup de gens autour de ça. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'industriels, entre guillemets, mais on retrouve aussi des gens qui sont sollicités, notamment pour répondre aux schémas régionaux de développement. On a participé à une discussion autour du schéma régional dans le département des Alpes-Maritimes.
et qui venait aussi du schéma régional PACA, dans lequel, en fait, ils ont proposé de mettre des éoliennes à des endroits où il n'y a pas de vent. Et on a essayé de leur montrer qu'il n'y avait pas de vent, parce qu'aller mettre une éolienne à un endroit où il y a 3 mètres par seconde de vent au maximum, ça ne produira jamais suffisamment d'énergie, et donc il vaut mieux les mettre à des endroits où il y a réellement du vent. Et donc, une des deuxièmes difficultés qu'on rencontre, c'est que tout le monde est d'accord pour mettre de l'éolien, mais jamais dans son jardin. Et c'est pour ça que des schémas de développement éolien ont été définis. On a participé il y a quelques années à l'établissement de la méthodologie qui ont amené aux ZDE, et qu'on voit un gros développement offshore aujourd'hui. Et donc là, on retombe sur notre activité et sur ce qui peut être fait au niveau des radars pour l'éolien offshore, parce que personne ne veut avoir d'éoliennes à côté de chez lui. Et c'est vraiment un problème, parce qu'il y a des pays où l'éolienne, elle est au coin de la rue et ça gêne personne. Vous allez aux Pays-Bas, c'est pareil. Tu peux en mettre au bord des fleuves, mais tu vas avoir plein d'écologistes au mauvais sens du terme, pardon. De gens qui vont vouloir absolument préserver ça sans qu'il y ait de développement et que ça reste un lieu préservé. Donc mettre des éoliennes en bord d'eau, dans des zones humides, c'est impossible, c'est d'abord interdit par la loi. Mais sur les ports, tu en trouves. Il y en a sur le port du Havre, par exemple. Sur les ports du Rhin, ça viendra peut-être. Oui, merci. J'aurais pu poser la question sur la maîtrise de la demande, mais je vais revenir sur les énergies renouvelables. Donc à l'ADEME, où vous en avez rêvé, où vous le redoutez, mais on est en train de terminer un exercice sur 100% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Non, on avait répondu, mais on n'était pas Voilà. sélectionné. Et je me demandais justement, puisque en fait, nos données sur le rayonnement solaire sont utilisées par les gens qui répondent. Bon, mais ça n'avait aucun doute. Et justement, il y a une troisième énergie dont on voit qu'elle a une importance, c'est la partie hydrologique en fait. Donc, ce qui va tomber comme eau, qui permet aussi de faire pas mal de choses au niveau des steppes ou des réserves en eau d'ailleurs. Et donc, voilà. Les méthodes, pour l'instant, on a le vent, on a le solaire. Est-ce que vous pensez possible de travailler également sur les ressources hydrologiques ? J'ai volontairement limité ma présentation, sinon on y passait l'après-midi. Aujourd'hui, on est en train de travailler justement sur l'exploitation des modèles numériques de terrain sur le Zimbabwe pour essayer d'évaluer le potentiel sur les micro-steppes. Donc ça se fait dans le cadre d'un projet qui est avec le ministère des Affaires étrangères pour fournir une cartographie au niveau de l'Agence internationale de l'IRENA et que la France contribue d'une certaine manière à ces projets, à l'IRENA. Donc on est en train de faire ça en collaboration avec un institut aux Émirats arabes unis et avec des partenaires qui sont au au Mozambique. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Effectivement, on peut faire des choses et on les fait. Et on exploite la modélisation de l'environnement pour ça. Et deuxième réponse, il y a quelques années, on avait travaillé sur le couvert neigeux pour évaluer la réserve en eau. Et donc on le faisait aussi au travers de moyens d'observation de la Terre, avec un lien avec les données in situ, bien entendu, pour pouvoir valider les choses.